C'est le magistrat de toutes les affaires sensibles de ces dernières décennies en France, comme par exemple l'assassinat du préfet Erignac en Corse ou encore le meurtre de la petite Maëlys par Nordal-Lelandais. L'ex-magistrat Jacques Dallest est aussi un grand expert de ce qu'on appelle les cold cases, les affaires judiciaires criminelles, mais pas seulement, qui ne sont pas élucidées. Bonsoir Jacques Dallest. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de ce livre, Cold Case, un magistrat enquête. C'est chez Mareuil Éditions. Alors vous le savez, TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie. Donc déjà, quand on dit Cold Case, on part pas très bien, mais tout de même, on va le traduire, affaire froide, dossier froid. Mais plus sérieusement, ça veut dire quoi? Alors en bon français, ce sont les affaires criminelles non élucidées. Cold Case est devenu une sorte de marque que maintenant tout le monde intègre, mais ce sont des affaires non résolues par la justice, soit définitivement, soit provisoirement. Popularisées par les séries notamment, voilà, tout à fait. Américaines notamment. Donc c'est une métaphore. À partir de quand, concrètement, on parle de cold case? Alors une loi récente introduit cette notion de crime non élucidé dans la loi. On considère qu'un crime non élucidé peut intéresser le pôle national spécialisé après 18 mois après la commission des faits, ce qui est un seuil. Et donc le pôle de Nanterre, maintenant spécialisé, traite d'affaires très anciennes, 10 ans, 20 ans, et là, le seuil inférieur est donc de 18 mois. Est-ce qu'il faut qu'il y ait forcément un classement sans suite ou pas? Pas forcément, ça peut être des affaires toujours en cours. Je pense à l'affaire de la tuerie de Chevaline, 2012, toujours en cours, qui a été transférée au pôle de Nanterre. Des affaires même encore plus anciennes, donc il n'y a pas de limite d'ancienneté. Et il est intéressant de pouvoir remonter le plus loin dans le temps. Ce pôle, si on peut dire, de justice, il vient des États-Unis? Non, il n'y a pas de pôle spécialisé. C'est un peu une inspiration de ce qui se passe en Hollande, où ils sont très en avance. C'est à l'issue d'une réflexion commune que cette proposition a été faite, retenue par le ministre de la Justice, validée par le Parlement, et maintenant, dans la loi française, existe ce pôle national. Mais pourquoi? Pour rendre justice aux victimes, aux proches, à la société? Pour avoir, oui, tout à fait. Parce qu'il faut des moyens. On pourrait se dire, bon, bah, si ça fait 40 ans, bien ça sûr, ne sert pas à grand-chose, mais ce n'est pas le cas. On s'est aperçu, on a réfléchi sur le fait qu'il fallait des magistrats spécialisés dont tout le temps serait consacré à ces affaires très longues, très anciennes, importante, et donc avoir cette disponibilité intellectuelle et des connaissances, une méthode de travail qui maintenant appartient à ce pôle de Nanterre. Il y a des affaires retentissantes. Alors, pour parler de cold case, il peut y avoir un corps retrouvé, hélas, au but de Chaumont, au parc à Paris par exemple, le corps d'une femme démembrée. C'est que le début de l'enquête. Estelle Mouzin aussi, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Bien sûr. Ça peut être différentes situations, même des disparitions. On ne retrouve pas de corps du tout. Une personne a disparu, peut-être qu'elle a été victime d'un meurtre. Une personne tuée, il faut l'identifier. C'est ce qui est en train d'être fait pour les buts de Chaumont. Donc il y a toute une gamme de situations. Et pas toujours simple, et il faut essayer de donner ces réponses à la famille et aux proches. Il y a aussi des fugitifs, ou pas, on ne sait pas, mais comme Dupont de Ligonnès, alors là c'est... Voilà, présumé auteur d'une tuerie familiale, on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Mais ça c'est quoi? C'est un cold case? Pas véritablement un cold case, c'est une affaire énigmatique, parce qu'on n'a pas l'auteur présumé des faits, qui devrait s'expliquer. C'est pour ça ça embrasse tout un nombre de situations un petit peu difficiles quelquefois à appréhender individuellement, mais il faut essayer d'apporter des réponses à ces énigmes judiciaires qui ont plusieurs facettes. Vous dites il n'est pas là, il ne peut pas parler, mais quand il y a cette jeune femme à Brest qui a disparu, dont on a retrouvé le corps, le meurtrier présumé s'est suicidé. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini et à jamais terminé? Ou est-ce que ça peut être un cold case? Pourquoi? Parce que dans 20 ans, on va retrouver, je ne sais pas, une trace ADN d'un proche de ce monsieur. L'intéressé s'est accusé. Alors, on ne sait pas si c'est un accident ou un meurtre. Je pense que l'enquête... Il a dit j'ai fait une bêtise. L'enquête doit se poursuivre pour déterminer les causes du décès. C'est un peu comme l'affaire du Grélé aussi, un ancien gendarme. Ancien policier, ancien gendarme qui des années plus tard a admis avant de se suicider avoir tué une petite fille en 1986. Donc ce sont des affaires sans issue judiciaire, mais au moins avec une identification de l'auteur, et c'est ça qui est important. Alors vous avez présidé le groupe de travail qui en mars 2021 a recommandé la création du pôle de Nanterre dédié aux affaires non élucidées. Et il y a un pôle judiciaire, Cold Case, désormais créé en mars dernier, en 2022, pour tenter de résoudre ces affaires. Je propose de regarder ce reportage de notre partenaire France 2. Il est signé Laurence Naon. On vous retrouve juste après. Jacques Rançon, condamné 2 fois à la perpétuité pour viol et meurtre, surnommé le tueur de la gare de Perpignan. Patrick Trémaud, 18 victimes. On l'appelle le violeur des parkings. Pascal Jardin a tué de 123 coups de couteau sa victime sur ce sentier. Et Pascal Lafolie, mis en examen pour le viol d'une lycéenne l'an dernier.
Mais peut-on relier ces hommes à d'autres crimes? Derrière ces visages, combien d'affaires non élucidées? C'est ce que cherche à savoir le tout nouveau pôle Cold Case créé il y a 10 mois à Nanterre. Selon des informations confirmées à France Info, magistrats et enquêteurs vont éplucher la vie de ces 4 hommes et retracer ce que l'on appelle leur parcours criminel. C'est refaire dans les moindres détails sa vie dans le temps et dans l'espace pour essayer d'y faire correspondre des affaires non élucidées, homicides ou disparitions. Qui ces hommes ont-ils fréquenté? Où et quand se sont-ils déplacés? De quels véhicules disposaient-ils? Quels sont les événements marquants de leur vie? Ce nouveau mode d'enquête est déjà utilisé pour Nordal Lelandais et Michel Fourniret. Des investigations qui redonnent espoir aux familles de victimes. Jonathan Oliver cherche sa fille depuis 25 ans. Cécile Valin a disparu à l'âge de 17 ans en Savoie. Son corps n'a jamais été retrouvé. Il veut croire en la méthode innovante du pôle Cold Case. Ce n'est pas une entité qui va attendre que les pistes arrivent. Ils vont aller en chercher. On est sur, je pense, la meilleure façon de faire pour qu'on retrouve enfin la vérité sur la disparition de Cécile. Comme la disparition de Cécile Valin, le pôle Cold Case enquête sur une quarantaine d'affaires non élucidées. Une quarantaine d'affaires non élucidées. Et est-ce qu'on sait combien, du coup, grâce à cette technique, si je puis dire, ont été résolues ces dernières années en France? Alors, à ma connaissance, le chiffre est supérieur. Je faisais plus de 60 affaires qui sont en cours, sur des affaires extrêmement variées, qui viennent des 4 coins de France, des affaires parisiennes et des 4 coins de France, avec des nouvelles méthodes et surtout du temps consacré uniquement à ces affaires. Parce qu'un juge ordinaire, un procureur ordinaire, on va dire, est pris par des urgences. Des affaires urgentes avec des gens qui sont détenus, des trafics de drogue, des violences conjugales. Là, il y a une consacration unique du temps à ces affaires et aussi, sans doute, une écoute, des relations plus étroites avec les familles qui attendent que, justement, la justice leur parle, communique. Il y a aussi les progrès de la science qui jouent beaucoup. Dans quelle mesure? Quels sont les instruments bien concrets? sûr. Alors, l'ADN est apparu en France dans les années 90 et on a pu résoudre des affaires aujourd'hui, des affaires anciennes, grâce à l'ADN. Et aujourd'hui, avec quelques cellules, on peut avoir une empreinte génétique et on peut penser que dans 20-30 ans, la science aura encore évolué. D'où l'intérêt de bien conserver les pièces à conviction. Qui portent peut-être la signature de l'auteur des faits, ce qui n'a pas été toujours le cas dans le passé, où on détruisait ces affaires quand on les clôturait. Aujourd'hui, il faut absolument les garder. Et donc garder espoir, ne pas être pris par une forme de défaitisme en disant ce sont des très vieilles affaires. Il faut un travail acharné. Acharné, une volonté, une résolution et utiliser tous les moyens que la science donne maintenant aux enquêteurs pour avancer. Mais parfois, il y a des déclics, si je puis dire, invraisemblables. Il y a une affaire récemment où un violeur en France a été confondu. Pourquoi? Parce que le FBI téléphone à des enquêteurs français. Cet homme n'est jamais allé aux États-Unis, mais le FBI, avec ses techniques d'emprunt, d'ADN, retrouve et confond ce monsieur avec les enquêteurs français. Alors, les Américains disposent d'un espèce de gigantesque fichier, notamment toute la généalogie privée où des particuliers envoient leur ADN pour avoir leur reconstitution généalogique, ce qui n'est pas autorisé en France. Ils se servent de ça. Ils ont donc une base de données extrêmement large qui permet et qui a permis aux Américains d'élucider des crimes. Pour l'instant, en France, ce n'est pas autorisé. Il y a un fichier national d'État qui est une base, mais qu'il faudrait sans doute élargir pour pouvoir trouver peut-être l'auteur des faits. Vous avez dit une soixantaine, plus que 40 comme était dit dans le reportage, mais qu'est-ce qui fait qu'on va choisir telle affaire plutôt qu'une autre? Parce qu'on ne peut pas toutes les choisir, on imagine. Ce sont des affaires qui ont plus de 18 mois, comme on l'a dit, et des affaires qui se rattachent à des crimes de sang et des viols, et des affaires d'une certaine complexité. Il faut que personne soit mis en examen dans ce dossier-là, qu'il est supposé un gros travail d'investigation. Et c'est le pôle, en liaison avec le tribunal saisi initialement, d'évaluer si l'affaire, il peut la récupérer ou pas. Donc il y a une discussion. Et est-ce que le crime parfait existe? Alors moi je pense que oui, si on appelle le crime parfait un crime non puni. Soit parce que le crime n'a jamais été révélé, une disparition, en fait c'était un homicide, soit parce qu'une personne a été soupçonnée, mais finalement elle a été blanchie, alors qu'elle est l'auteur des faits, c'est une forme de crime parfait. Tout à l'heure d'ailleurs je disais quel intérêt, mais attention, parce qu'il y a parfois des criminels qui courent toujours en fait. Bien sûr. Un cold case peut justement mettre la main sur un... Et le problème c'est ça, c'est que non seulement la famille n'a pas la solution, n'a pas la solution de l'énigme, mais l'intéressé a pu tuer d'autres personnes. Alors il y a une phrase de vous, ce qui fait un cold case, c'est assez étonnant, mais vous le dites, c'est quand il y a des ratés dès le début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors bien sûr, ça peut être lié à la configuration des lieux qui est compliquée. Quand on trouve un corps en pleine forêt, c'est pas simple. Mais il peut y avoir des oublis, des erreurs, des carences, des insuffisances.
des constatations mal faites, ce qu'on appelle la scène de crime. Si on a mal fait ce travail, ça peut être irrécupérable par la suite. Donc il peut y avoir des défaillances humaines, des enquêteurs, mais aussi des magistrats qui, à un moment, oublient de faire telle ou telle investigation. Et ce qu'on ne fait pas au début risque d'être définitif. Parce qu'on ne pourra pas retrouver ce qui n'a pas été fait. Et donc, c'est aussi un travail de concentration, de minutie, aidé par la science, qu'il faut absolument faire parfaitement pour garantir les pistes possibles, toutes les pistes possibles, et ne pas tomber dans une forme d'impasse parce qu'on aura oublié de ramasser un indice déterminé. Mais ça, est-ce qu'on peut mieux l'enseigner dans les écoles de police, de gendarmerie? Ça se fait depuis un certain temps, mais il y a des situations un peu compliquées. Je vous dis, quand on trouve un corps en pleine rue, un corps repêché, où la scène de crime est complexe. D'autres, c'est plus simple, dans un appartement clos où personne n'a pénétré, on est plus à l'aise. Donc il y a des configurations différentes, mais il faut un gros travail humain et la science ne fera pas tout. C'est aussi à l'homme de travailler. Il y a l'intelligence humaine qui est irremplaçable. Alors en février dernier, il y a un an, vous vous êtes levé une dernière fois pour requérir face à qui? Face à Nordal Lelandais, le meurtrier de la petite Maëlys. C'était vos dernières assises avant votre départ. En retraite, typiquement, cette affaire, elle aurait pu devenir un cold case. Donc là, le travail a été bien fait d'entrée. La question peut surprendre, mais est-ce que c'était facile ou oui, c'est jamais facile? J'en parle dans le livre. L'affaire du caporal Noyer et de la petite Maëlys aurait pu être des cold cases. Il suffisait de peu de choses, une micro-trace de sang que les gendarmes ont pu mettre en évidence, un travail d'enquête qui fait que le caporal a disparu avant. Hein. Voilà, ouais. Ce qui fait que l'intéressé a reconnu les faits. Si on n'avait pas eu cet élément scientifique, cette sagacité des enquêteurs, il est fort possible que cette affaire, on aurait sans doute soupçonné Nordal Lelandais, mais il n'est pas certain qu'il aurait pu être jugé, faute d'éléments probants. Et donc voilà, et entre un cold case et une affaire résolue, il peut y avoir très peu d'espace. Il y a aussi ce qu'on aimerait savoir avec vous. D'abord, peut-être vous, pourquoi magistrat? Alors vous avez été, je parlais du préfet Erignac, qui est une toute autre affaire. Hein, vous étiez en poste à Ajaccio. Pourquoi vous, le magistrat, n'y voyez aucun mépris, mais classique, on va dire en tout cas, procureur, ex-juge d'instruction. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à ce sujet des cold cases? Parce que ça vous a hanté, ça vous a... J'ai été juge d'instruction pendant 10 ans et j'ai instruit un certain nombre d'affaires qui n'ont pas abouti, dont certaines m'ont profondément marqué. Et je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse dans ma carrière, dans les temps où j'ai pu réfléchir. Et j'ai essayé de travailler à mon niveau avec d'autres, avec des collègues, pour qu'on apporte une réflexion commune. Ça aboutit à... Mais vous avez un exemple, sans violer le secret, j'imagine, d'un ou autre dossier? Ou qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qui vous a... Vous avez été en poste, je crois, à Rodez, vous avez été aussi en poste à... Oui, j'ai été en poste à Lyon. À Lyon aussi. Et je me souviens, j'en parle souvent, du viol et du meurtre d'une lycéenne en pleine journée sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. L'affaire que j'ai débuté l'instruction, elle est en 93, elle a été clôturée en 2012, mais elle a été rouverte car on a trouvé un ADN et l'affaire est toujours en cours. Et peut-être que 30 ans après, on pourra élucider cette affaire et c'est une affaire qui m'a longtemps préoccupé. J'en ai connu d'autres et je me suis toujours dit qu'il fallait que la justice, qui traite beaucoup d'affaires, à un moment concentre son attention sur celles qui sont les plus graves, c'est-à-dire les crimes de sang et les viols. Et souvent, la justice est prise par le quotidien, quelquefois des affaires pas très importantes, mais qui sont nombreuses, multiples. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot prescription. Quel lien et quel rapport? On imagine qu'il existe quand on parle de cold case. C'est un problème de droit assez technique où la prescription pour un crime était de 10 ans, maintenant elle est de 20 ans. C'est-à-dire si 10 ans se sont écoulés depuis le dernier acte d'enquête, on ne peut plus rien faire. Politique aussi. Ça peut renvoyer aussi à des choix politiques. Et si l'affaire a été clôturée il y a plus de 10 ans et maintenant de 20 ans, on ne pourra plus revenir dessus. Juste pour finir, est-ce qu'il y a plus de meurtres en France ces dernières années ou est-ce que c'est un mythe en fait? Est-ce que c'est parce que c'est plus médiatisé? Il y a eu récemment le sort malheureux de Siem, 18 ans notamment dans le Gard, près de Nîmes. Est-ce qu'il y en a plus ou pas? Non, dans les chiffres, on tourne entre 800 et 900, 950 meurtres par an sur ces 5-6 dernières années. Dans les années 95, on en était à 1500, 1600 homicides, mais aujourd'hui, on en parle beaucoup, du matin au soir. Internet est passé par là, donc il y a un sentiment de nombre élevé. L'affaire Guy Georges n'était pas un cold case, mais il a fallu du temps pour Il a fallu du temps, et à l'époque, il n'existait pas le fichier des empreintes génétiques, ça c'est un grand sujet aussi. On progresse et il faut rester confiant et optimiste. Merci beaucoup Jacques Dallez. Cold Case, un magistrat enquête, c'est chez Mareuil Édition. Merci à vous. Merci à vous De nous avoir éclairé sur ce sujet de justice éminemment important et d'actualité.